La jeune mendiante est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance sur la tombe de la fille de millionnaire. La pluie tombait drue sur le cimetière de Saint-Ange. Transformant les allées de gravier en petits ruisseaux boueux, Amélie remonta le col élimé de sa veste trop grande, un don de la Croix-Rouge qu'elle traînait depuis 3 hivers, et resserra ses bras autour de son corps maigre. Ses baskets trouées laissaient passer l'eau glacée, mais elle n'y prêtait plus attention. Après 6 ans dans la rue, on s'habitue au froid, à la faim, à cette sensation d'être invisible, ce qui l'avait attirée ici. C'était quelque chose de complètement idiot. Une rose blanche, elle l'avait vue voltiger dans le vent, portée par une bourrasque qui sentait l'automne et la terre mouillée. Sans trop savoir pourquoi, elle l'avait suivie, peut-être parce que c'était beau, peut-être parce que, dans sa vie, il n'y avait plus rien de beau depuis longtemps. La rose dansait devant elle, insaisissable, la guidant entre les tombes modestes de l'entrée, vers les quartiers plus cossus du cimetière. Amélie ralentit, en passant devant les monuments imposants, les anges de marbre, les noms gravés dans la pierre. Des familles, des gens qui avaient eu une place dans le monde, qui avaient laissé une trace. Elle n'avait rien, pas de famille, pas de nom. Enfin, si, Amélie, mais c'était juste un prénom qu'on lui avait donné à l'orphelinat. Pas de nom de famille, pas d'histoire. Les sœurs lui avaient dit qu'elle était arrivée un matin de 2006, sans papier, sans rien, une enfant perdue. Voilà ce qu'elle était. La rose s'était posée au pied d'un mausolée imposant, tout en marbre noir et bronze. Amélie s'approcha doucement, tendit la main pour la ramasser, et puis elle leva les yeux. Son cœur s'arrêta. Sur la stèle, au centre, il y avait une photographie encadrée d'argent. Une petite fille d'environ 7 ans, cheveux châtains bouclés, sourire éclatant, serrant contre elle un lapin en peluche bleue. C'était elle. Non, pas ressemblait à elle. C'était elle. Amélie recula d'un pas, la rose tombant de ses doigts tremblants. Elle cligna des yeux, certaine que la fatigue, le manque de sommeil, la faim chronique lui jouaient des tours. Mais non. L'image était toujours là, gravée dans la réalité comme un coup de poing dans le ventre. Ses yeux descendirent vers l'inscription dorée. Sophie Anaïs Beaumont, 2001-2018. Fille bien-aimée, à jamais dans nos cœurs. Amélie sentit ses jambes se dérober. Elle tomba à genoux dans la boue froide, les mains agrippant le bord de la tombe. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Ce n'était pas possible. Pas possible. Mais cette photo, ses yeux, ces mêmes yeux qu'elle voyait chaque matin dans les vitrines sales des boutiques, dans les reflets des flaques, ce même petit nez, cette même bouche, ce même grain de beauté juste au-dessus de la lèvre supérieure, et ce lapin bleu. Un flash traversa son esprit comme un éclair. Un jardin immense, du soleil, des rires, une odeur de jasmin tellement forte qu'elle lui donna envie de vomir. Une voix de femme qui chantait doucement. « Dors, ma jolie petite, que les anges vont te garder. » Puis plus rien. Le noir, le froid, des mains rudes, la peur. « Qui êtes-vous » Amélie sursauta violemment. Un homme se tenait à quelques mètres. Immobile sous un grand parapluie noir, la cinquantaine élégante, costume sombre impeccable, visage marqué par une tristesse si profonde qu'elle semblait sculptée dans ses traits, il la fixait avec une intensité qui la glaça. « Je suis désolée. Elle se releva tant bien que mal, reculant. Je ne voulais pas. J'allais partir. Mais l'homme ne bougeait pas. Il la dévisageait comme s'il voyait un fantôme. Son parapluie glissa de sa main et tomba dans l'herbe mouillée. La pluie se mit à tremper ses cheveux gris, à ruisseler sur son visage, mais il ne semblait même pas s'en rendre compte. « Non », murmura-t-il d'une voix brisée. « Ce n'est pas possible. » Il fit un pas vers elle, puis un autre. Amélie recula encore, le cœur battant à tout rompre. Cet homme était visiblement riche, important. Elle était une sans-abri crasseuse sur une tombe de famille. Il allait appeler la sécurité, la police. Mais ce ne fut pas ce qui se passa. L'homme s'arrêta à 1 mètre d'elle, les yeux remplis de larmes qui se mélangeaient à la pluie. Sa voix n'était plus qu'un souffle rauque, chargé de 18 ans de douleur. « Sophie, ma petite Sophie. » Amélie secoua la tête, incapable de parler. L'homme tendit une main tremblante vers son visage, mais s'arrêta avant de la toucher, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Tes yeux !» Ses yeux verts avec les petites taches dorées, le grain de beauté. Il porta une main à sa bouche.
étouffant un sanglot. « Mon Dieu, c'est vraiment toi !» « Je ne sais pas de quoi vous parlez », réussit enfin à articuler Amélie, la voix brisée. « Je m'appelle Amélie, je ne connais pas cette Sophie. Regarde la photo. » Il désigna la tombe d'un geste désespéré. « Regarde-la bien, c'est toi, c'est toi. » Amélie se retourna malgré elle vers la stèle. La petite fille lui souriait, innocente, heureuse, tenant son lapin bleu. Et oui, c'était son visage. Impossible de le nier. Je ne comprends pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Cette fille est morte en 2018. J'étais dans les rues en 2018. J'ai toujours été dans les rues. Depuis que je me souvienne. Depuis quand te souviens-tu ? Demanda l'homme avec une urgence soudaine. Quel est ton premier souvenir ? Amélie ferma les yeux, fouillant dans le brouillard de sa mémoire. L'orphelinat, les sœurs, elles. Elles m'ont dit que j'étais arrivée en 2006. J'avais 5 ans, je crois, mais je ne me rappelle de rien avant, juste... Elle s'interrompit. Le jardin, le jasmin, la chanson. Juste quoi ? Insista l'homme, se rapprochant encore. Des flashs, comme des rêves, un jardin, des fleurs, une femme qui chantait. Sa voix se brisa. Mais ça n'a jamais eu de sens. Les sœurs disaient là que j'inventais, que c'était mon imagination. L'homme tomba à genoux devant elle, la pluie ruisselant sur son visage défait. Sophie a disparu en 2006, du jardin de notre maison. Elle avait 5 ans. Il leva les yeux vers elle, et dans ce regard, Amélie vit un océan de douleur. Ma femme, Isabelle, chantait toujours pour elle. Une chanson qu'elle avait composée, personne d'autre ne la connaissait. Le monde bascula. Amélie porta les mains à sa tête, sentant quelque chose se fissurer dans son esprit. Des images explosèrent. Le jardin, la femme aux cheveux noirs, la chaleur du soleil, le lapin bleu qu'elle serrait si fort. « Non !» gémit-elle. « Non, ce n'est pas possible. S'il te plaît. » L'homme se releva, tendit les mains vers elle dans un geste suppliant. « Viens avec moi. Laisse-moi au moins essayer de comprendre. Je m'appelle Étienne Beaumont. Cette tombe, c'est celle de ma fille, la fille que j'ai perdue il y a 18 ans. » Il s'essuya le visage d'une main tremblante. « Et je crois, mon Dieu, je crois que tu es elle. » Amélie le fixa, glacée jusqu'aux os, perdue entre la peur et un désir si intense qu'il lui faisait mal. Le désir d'appartenir à quelqu'un, d'avoir enfin un nom, une histoire, une famille. Elle regarda la tombe une dernière fois. La petite fille au lapin bleu lui souriait toujours. Et pour la première fois de sa vie, Amélie se demanda si les fantômes pouvaient revenir d'entre les morts. La Mercedes noire glissait silencieusement dans les rues de Paris. Amélie était recroquevillée contre la portière, ses vêtements trempés tachant le cuir beige. Elle n'osait pas bouger, à peine respirer. Tout semblait irréel. Le luxe de cette voiture, la chaleur du chauffage, l'odeur subtile d'eau de Cologne qui émanait d'Étienne Beaumont assis à côté d'elle, respectant une distance prudente. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté le cimetière. Il se contentait de la regarder de temps en temps, comme s'il craignait qu'elle disparaisse dans un nuage de fumée. Amélie observait Paris défiler par la vitre. Les beaux quartiers remplaçaient progressivement les rues qu'elle connaissait. Plus de tags sur les murs, plus de poubelles qui débordaient. Ici, tout était propre, ordonné, hors de portée. La voiture s'engagea dans une allée privée bordée d'arbres centenaires. Au bout, une demeure surgit. Pas une maison, non. Un véritable hôtel particulier de 3 étages, avec des volets bleus et des rosiers grimpants qui couraient le long de la façade couleur crème. Le cœur d'Amélie se serra. Ce n'était pas son monde. Ça ne le serait jamais. « Nous y sommes », dit doucement Étienne. Le chauffeur leur ouvrit la portière. Amélie descendit, ses baskets détrempées crissant sur le gravier impeccable de l'allée. Elle leva les yeux vers les fenêtres immenses. Les balcons en fer forgé, quelque chose remua au fond de sa mémoire, une impression de déjà-vu si forte qu'elle dut s'appuyer contre la voiture. « Ça va ?» demanda Étienne, inquiet. « Oui, c'est juste. » Elle secoua la tête. « Rien. » Mais ce n'était pas rien. Elle connaissait cet endroit. Ou du moins, une partie d'elle le reconnaissait. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'atteigne le perron. Une femme d'une 50aine d'années apparut, élégante dans un tailleur crème, des perles autour du cou.
Ses cheveux châtains étaient coiffés en chignon strict, son visage finement maquillé. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Amélie. Des yeux noisettes, froids comme du marbre, qui la jaugèrent de la tête aux pieds en 1 seconde. Étienne. Sa voix était polie mais glaciale. Qu'est-ce que c'est que ça? Véronique. Étienne monta les marches, faisant signe à Amélie de le suivre. Je te présente. Une sans-abri que tu as ramassée dans la rue, coupa Véronique avec un sourire pincé. Tu es devenue philanthrope maintenant. Amélie sentit ses joues s'embraser. Elle connaissait ce regard. Celui du mépris, du dégoût à peine voilé. Elle l'avait vu des milliers de fois. C'est Sophie. La voix d'Étienne était ferme, mais tremblante. Je crois... Non, je sais que c'est Sophie. Le silence qui suivit était assourdissant. Véronique cligna des yeux, puis éclata d'un rire bref, presque hystérique. « Pardon, tu as dit... Sophie !» Elle se tourna vers Amélie, l'examinant avec une attention nouvelle, plus aiguisée. « Écoute-moi bien, ma petite. Je ne sais pas quel jeu tu joues, mais si tu crois pouvoir profiter de mon frère dans un moment de faiblesse... Véronique, ça suffit. » Étienne entra dans le vestibule, entraînant Amélie avec lui. « Laisse-moi au moins lui montrer les albums. Tu verras. » Amélie pénétra dans la demeure et s'arrêta net. Le hall d'entrée était immense. Sol de marbre blanc et noir, grand escalier qui montait en courbe gracieuse, lustre de cristal qui projetait des arcs-en-ciel sur les murs, des tableaux de maîtres ornèrent les murs, une odeur de cire et de fleurs fraîches flottait dans l'air. Et puis, au mur, elle la vit, une peinture à l'huile représentant une femme magnifique, aux longs cheveux noirs, souriant doucement, tenant dans ses bras une petite fille aux boucles châtaines. Amélie s'approcha, hypnotisée. « C'est Isabelle », murmura Étienne derrière elle. « Ma femme. Elle est morte en 2008. Le chagrin. » Sa voix se brisa. Elle n'a jamais pu se remettre de la disparition de Sophie. La femme dans le tableau avait des yeux d'un vert profond, les mêmes yeux qu'Amélie voyait dans son reflet. « Viens », dit Étienne. Le salon. Véronique les suivit, ses talons claquant sèchement sur le marbre. Elle n'avait pas quitté Amélie du regard, et ce regard n'avait rien d'amical. Le salon était tout aussi impressionnant. Canapé de velours, bibliothèque murale, piano à queue près de la fenêtre. Étienne se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit plusieurs albums photos reliés de cuir. « Assieds-toi », dit-il à Amélie, en désignant le canapé. Elle obéit, mal à l'aise, consciente de la boue qu'elle laissait sur le tissu immaculé. Étienne s'installa à côté d'elle, ouvrit le premier album avec des mains tremblantes, des photos, des dizaines de photos, une petite fille qui grandissait page après page, nouveau-né, premier pas, anniversaire, Noël, vacances à la mer, et chaque photo, c'était Amélie, ses mains, son visage, ses expressions, jusqu'au grain de beauté au-dessus de la lèvre, jusqu'aux petites taches dorées dans les yeux verts. Tu vois, la voix d'Étienne était à peine audible. C'est toi, je le sais. Amélie ne pouvait détacher son regard des images. Il y en avait une où la fillette riait aux éclats, barbouillée de chocolat. Une autre où elle dormait, serrant contre elle ce lapin bleu qu'Amélie avait vu sur la photo de la tombe. « Où est-il » demanda-t-elle soudain. « Quoi » ? Le lapin, celui en peluche. « Où est-il » Étienne la fixa, surpris. « Au grenier, je n'ai jamais pu m'en séparer. J'ai gardé toutes ces affaires. C'est pathétique, » lâcha Véronique, toujours debout près de la cheminée. « Étienne, ressaisis-toi. Cette fille n'est pas Sophie. Sophie est morte, nous l'avons enterrée. Il y a eu des tests ADN, des analyses médico-légales. C'était elle. » « Les tests ont pu se tromper, » rétorqua Étienne. « L'ADN ne se trompe pas. » Véronique s'approcha, les yeux brillants de colère. « Tu es en train de te ridiculiser ?» Cette opportuniste a dû voir la tombe, faire des recherches, et maintenant elle joue sur ton chagrin pour soutirer de l'argent. « Je ne veux pas d'argent, » dit Amélie doucement. « Je veux juste comprendre. » Véronique eut un rire méprisant. « Bien sûr, et je suppose que tu n'as aucun souvenir de ton passé. C'est tellement commode. » « Ça suffit, Véronique. » Étienne se leva, refermant l'album. « Je vais demander de nouveaux tests, on verra bien. Tu vas gaspiller ton temps et ton argent pour rien ?» Véronique croisa les bras. «
Mais fais comme tu veux. Tu l'as toujours fait de toute façon. » Elle quitta la pièce d'un pas rageur. Amélie entendit ses talons résonner dans le couloir, puis une porte claquer à l'étage. Étienne soupira, se passa une main sur le visage. « Excuse-la, ma sœur est compliquée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Je crois qu'elle n'a jamais vraiment compris ce que représentait Sophie pour moi. Peut-être qu'elle a raison, » murmura Amélie. « Peut-être que je ne suis personne. Juste une fille des rues qui ressemble à votre fille. » « Non. » Étienne se tourna vers elle, prit doucement ses mains sales dans les siennes. « Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est toi. » Un père reconnaît son enfant. Des larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Personne ne l'avait touchée avec autant de tendresse depuis. Depuis toujours. « Et si je ne le suis pas ?» chuchota-t-elle. « Si tout ça n'est qu'une erreur, alors nous le saurons, mais jusqu'à preuve du contraire. » Il serra ses mains. « Reste ici. Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi t'aider à retrouver la vérité. » Amélie hocha la tête, incapable de parler. Ce soir-là, installée dans une chambre d'amis au drap de soie, après un bain chaud et un repas qu'elle avait à peine pu avaler tant elle était nerveuse, Amélie ne trouva pas le sommeil. Elle se leva, sortit dans le couloir silencieux. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le parquet ciré. Presque malgré elle, elle se dirigea vers le grenier dont Étienne avait mentionné l'existence. L'escalier grinça sous son poids. En haut, une porte entr'ouverte laissait filtrer un ray de lumière lunaire. Amélie poussa la porte. Des cartons, des meubles recouverts de draps blancs. Et là, sur une vieille malle, parfaitement visible comme s'il l'attendait, le lapin bleu. Elle s'approcha, le prit dans ses mains tremblantes. Il sentait la poussière et le temps passer, mais quand elle le serra contre elle, quelque chose se déclencha, un flash aveuglant. Une voix qui chantait « Dors, ma jolie petite, que les anges vont te garder », des bras chaleureux, une sensation de sécurité absolue, puis l'obscurité, des cris, la terreur. Amélie tomba à genoux, le lapin pressé contre sa poitrine, des sanglots silencieux secouant son corps. Quelque part en bas, elle entendit un téléphone sonner, puis la voix de Véronique, basse et urgente. « C'est moi, elle est ici, oui. » Dans la maison, non. Étienne ne doute de rien, mais elle commence à se souvenir. Il faut agir maintenant. Amélie se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Le lapin bleu était toujours serré contre sa poitrine. Elle avait dû s'endormir là, sur le plancher froid du grenier, bercée par des rêves fragmentés qui ressemblèrent plus à des souvenirs. Le jardin, toujours ce jardin immense. Elle se souvenait maintenant de plus de détails. Les roses blanches le long de la clôture, un bassin avec des poissons rouges, une balançoire accrochée à un vieux chêne, et puis cette journée, ensoleillée, chaude, pleine de promesses, elle jouait avec son lapin, chantonnant la mélodie que maman lui fredonnait toujours. Maman, ce mot résonna dans son esprit comme une cloche fêlée. Avait-elle vraiment eu une mère? Des pas dans l'escalier la tirèrent de ses pensées. Étienne apparut dans l'encadrement de la porte, encore en peignoir, les cheveux en bataille. Son regard se posa sur elle, puis sur le lapin qu'elle tenait, et quelque chose se brisa dans son expression. « Tu l'as trouvé », murmura-t-il. « Je suis désolée, je ne voulais pas fouiller, mais… » Amélie se leva, serrant le lapin contre elle. « J'avais besoin de le voir, de le toucher, et… » Il s'approcha lentement, avec cette prudence qu'on réserve aux choses fragiles. « Tu te souviens de quelque chose ?» Amélie hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Le jardin, je jouais dans le jardin. Il y avait une balançoire et des roses, beaucoup de roses blanches. » Elle ferma les yeux, forçant les images à revenir. « Quelqu'un m'appelait pour le goûter. Une voix douce. Une femme. Isabelle, » souffla Étienne. « Ma femme. Elle t'appelait toujours ma jolie petite. » Le surnom fit exploser quelque chose en Amélie. Elle chancela, et Étienne la rattrapa par le bras. « Respire doucement. » Il y avait autre chose. Les mots sortaient par saccades. Après les roses, après la voix. Tout est devenu noir. Des mains qui m'ont attrapée. J'ai crié, mais elle s'interrompit, tremblante. Étienne la guida vers une vieille chaise couverte de poussière et l'aida à s'asseoir. « C'est ce qui s'est passé ce jour-là », dit-il d'une voix rauque. « Le 15 juin 2006, nous avions organisé une garden party pour l'anniversaire d'Isabelle. Il y avait une 50aine d'invités. À un moment,
Sophie a voulu aller jouer dans le jardin. On lui a dit de rester près de la maison, mais il déglutit péniblement. Quand Isabelle est allée la chercher pour le gâteau, elle avait disparu. Vous avez cherché ? Pendant des années. Il passa une main tremblante dans ses cheveux. La police, des détectives privés, des avis de recherche dans toute l'Europe. Rien. Comme si elle s'était volatilisée. Et en 2018, demanda doucement Amélie, qu'est-ce qui s'est passé ? Étienne ferma les yeux, comme si le souvenir était trop douloureux. Un corps, retrouvé dans une forêt près de Fontainebleau, une adolescente, les restes étaient... Il s'interrompit, la voix brisée. Les tests ADN ont confirmé. C'était Sophie, du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Mais si j'étais vraiment Sophie, Amélie sentit un frisson glacé la parcourir. Qui était cette fille ? C'est exactement la question que je me pose. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de l'impossible pesant entre eux. Puis Étienne se redressa, une détermination nouvelle dans le regard. « Je vais demander des réponses, aujourd'hui même. Viens, descendons. » Le petit déjeuner fut une épreuve. Véronique était déjà à table, impeccable dans un tailleur noir, sirotant son café en lisant Le Figaro. Elle leva à peine les yeux quand Amélie entra. « Toujours là, à ce que je vois, » dit-elle froidement. « Véronique, s'il te plaît, » soupira Étienne en s'asseyant. « Quoi ? J'ai juste constaté un fait. » Elle replia son journal avec un bruit sec. « Au fait, j'ai pris la liberté de contacter Laurent Chevalier. Il passera cet après-midi pour discuter des implications légales de cette situation. » Laurent. Étienne fronça les sourcils. « Pourquoi notre avocat ? Parce que si cette personne prétend être Sophie, il y a des questions d'héritage, de succession, de patrimoine à considérer. » Véronique planta son regard dans celui d'Amélie. « À moins, bien sûr, que mademoiselle ne souhaite signer une renonciation officielle pour nous épargner tout ce cirque. »« Je ne veux rien signer du tout, » répondit Amélie, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Je veux juste savoir qui je suis. » Comme c'est touchant. Ça suffit. Étienne abattit sa main sur la table, faisant tressauter les tasses. « Véronique, c'est ma maison, et cette jeune femme est mon invitée. Si tu ne peux pas te montrer civilisée, tu es libre de partir. » Le silence qui suivit était électrique. Véronique se leva avec raideur, prit son sac à main. « Très bien, j'ai du travail de toute façon. La société ne se gère pas toute seule, même si certains semblent l'oublier. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Laurent sera là à 15h. J'espère que tu seras présent, Étienne, et lucide. » Elle partit, laissant derrière elle un parfum lourd et une tension palpable. Étienne poussa un long soupir. « Excuse-la encore. Elle est protectrice, parfois trop. Elle me déteste, » dit simplement Amélie. « Elle ne te connaît pas. Elle a peur que je sois vraiment Sophie. » Étienne la regarda, surpris par sa perspicacité. « Pourquoi dis-tu ça ? Parce que si je suis Sophie, ça change tout, non ?» Amélie piqua distraitement dans les croissants posés devant elle. L'héritage, le pouvoir, tout ce qui compte pour des gens comme elle. Véronique a ses défauts, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Elle a juste... Il chercha ses mots. Elle a toujours été dans mon ombre. Notre père me préférait. Puis j'ai épousé Isabelle. Nous avons eu Sophie. Véronique s'est sentie exclue. Quand Sophie a disparu, je me suis effondrée. C'est Véronique qui a pris les rênes de l'entreprise, qui a tout géré. Elle y a trouvé sa place. Et maintenant j'arrive et je menace cet équilibre. Tu ne menaces rien du tout, tu es ? Il prit la main d'Amélie, doucement. Tu es peut-être ma fille, et si c'est le cas, rien d'autre n'a d'importance. Amélie sentit les larmes lui piquer les yeux. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. L'après-midi, Laurent Chevalier se présenta. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux argentés, costume sur mesure, sourire professionnel mais pas vraiment chaleureux. Il installa sa mallette sur la table du salon et en sortit des dossiers épais. « Monsieur Beaumont ?» Il serra la main d'Étienne. « Mademoiselle ?» Son regard glissa sur Amélie avec une froideur clinique. « Laurent, je veux faire procéder à de nouveaux tests ADN, » annonça directement Étienne. Les résultats de 2018 étaient peut-être erronés,
L'avocat cligna des yeux. « Je vous demande pardon. Vous m'avez bien entendu. Je veux une nouvelle analyse, comparant l'ADN d'Amélie avec le mien. Monsieur Beaumont, avec tout le respect que je vous dois. » Laurent se rassit, joignant les mains. Les tests de 2018 ont été effectués par les meilleurs laboratoires de France. Les protocoles ont été suivis à la lettre. Il n'y a eu aucune erreur. Il a pu y avoir falsification, intervint Amélie. Laurent lui lança un regard glacial. C'est une accusation très grave. Mademoiselle, c'est une possibilité, corrigea Étienne, qui doit être explorée. Et pendant ce temps, que faisons-nous des circonstances ? Laurent sortit un dossier. J'ai pris la liberté de faire quelques recherches sur mademoiselle Amélie. Il lut d'une voix neutre. Aucun document d'identité officielle, aucun historique avant 2006, enregistré à l'orphelinat Sainte-Claire sous le simple prénom d'Amélie. Il leva les yeux. Tous les dossiers antérieurs ont été détruits dans un incendie en 2007. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Amélie sentit son sang se glacer. Quelle coïncidence en effet, répéta Étienne lentement. Presque trop parfait pour être innocent. Laurent referma le dossier. Ou alors simplement la triste réalité bureaucratique française. « Je veux ces tests », insista Étienne. « Dès demain ?»« Comme vous voudrez. » Laurent commença à ranger ses affaires. « Mais je vous préviens, si les résultats confirment que cette jeune femme n'a aucun lien de parenté avec vous, j'espère qu'elle aura la décence de partir discrètement. » Après son départ, Amélie se tourna vers Étienne. « Il ne m'aime pas. Laurent ne fait confiance à personne. C'est pour ça qu'il est bon dans son métier. » Étienne posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. La vérité finira par éclater. » Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre, Amélie ne parvenait pas à chasser un malaise grandissant. Trop de coïncidences, trop de choses effacées, détruites, disparues, comme si quelqu'un avait tout fait pour qu'elles n'existent pas. Les jours suivants s'écoulèrent, dans une étrange routine suspendue. Amélie vivait dans la demeure Beaumont comme un fantôme, présente mais pas vraiment là, acceptée mais pas vraiment bienvenue, du moins pas par tous. Étienne avait engagé 2 détectives privés, des anciens de la police judiciaire reconvertis. Ils avaient commencé leurs investigations discrètement. Vérification des dossiers de l'orphelinat, recherche de témoins de 2006, analyse des circonstances de la découverte du corps en 2018, mais chaque piste semblait mener à un mur. « C'est bizarre », avait dit l'un des détectives, un certain Moreau, lors d'une réunion dans le bureau d'Étienne. « Vraiment bizarre. L'orphelinat Sainte-Claire a brûlé en 2007. D'accord. Mais normalement, il devrait y avoir des copies des dossiers aux services sociaux, à la préfecture. Sauf que là, rien, comme si tous les documents concernant les enfants arrivés en 2006 avaient disparu. « Oh, tous les enfants ?» avait demandé Étienne. « Non, juste 3, dont Amélie. » Amélie, assise dans un coin du bureau, avait senti un frisson lui parcourir l'échine. Les tests ADN avaient été effectués dans un laboratoire privé recommandé par Étienne, pas celui de son entreprise. Il tenait à éviter tout conflit d'intérêts. Les résultats prendraient une semaine qui s'étirait comme une éternité. Véronique, pendant ce temps, était devenue d'une courtoisie glaciale. Elle ne s'opposait plus ouvertement à la présence d'Amélie, mais son regard disait tout. « Je te surveille. Un faux pas, et je te détruis. » Ce matin-là, Amélie était dans la bibliothèque, feuilletant un vieil album photo qu'Étienne lui avait donné, des images de Sophie bébé, enfant, toujours souriante. Elle essayait de se retrouver dans ses photos, de reconnaître quelque chose qui prouve sans l'ombre d'un doute qu'elle était cette petite fille. « Tu perds ton temps », dit une voix derrière elle. Amélie sursauta. Véronique se tenait dans l'embrasure de la porte, élégante comme toujours dans un tailleur bordeaux. « Je ne fais que regarder », répondit Amélie calmement. « Tu regardes une vie qui n'est pas la tienne. » Véronique s'avança, les bras croisés. « Écoute, soyons honnêtes 5 minutes. Tu es intelligente, je le vois bien. Tu as survécu dans la rue. Ce n'est pas rien. Mais ça, elle désigna la pièce d'un geste ample. Ce monde n'est pas fait pour toi. Comment le savez-vous ? Parce que j'ai passé ma vie à observer ce monde, les codes, les règles non dites, la cruauté polie de la haute société. » Elle s'assit dans un fauteuil, croisant les jambes. « Même si tu es Sophie, et je dis bien si, tu as grandi dans la rue, tu ne seras jamais vraiment des nôtres. Ils te dévoreront. Qui ça ? Ils. Tout le monde. Les associés d'Étienne, les journalistes, les prétendants, les parasites.
Dès qu'ils sauront qu'une héritière est réapparue, ils viendront comme des vautours. Véronique se pencha en avant. Je te propose quelque chose. 1 million d'euros, cash. Tu pars, tu recommences ailleurs, loin de Paris, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Étienne finira par oublier. Amélie referma l'album doucement. Non. 2 millions. Non. Véronique se leva brusquement, les yeux brillants de colère. Tu fais une erreur, une très grosse erreur. Peut-être, mais c'est ma erreur à faire. Véronique quitta la pièce sans un mot de plus. Mais Amélie remarqua quelque chose. Ses mains tremblaient. L'après-midi même, Étienne reçut un appel de Moreau, le détective. Il demanda à Amélie de le rejoindre immédiatement dans son bureau. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en entrant. Étienne était pâle. Une liasse de documents étalée devant lui. Moreau a trouvé quelque chose de troublant. Il lui tendit une feuille. « Regarde ça. » C'était un relevé bancaire, daté de juin 2006. Une série de retraits importants depuis un compte au nom de Véronique Beaumont, 50 000 €, en liquide. Le 10 juin 2006, dit Étienne d'une voix blanche. 5 jours avant la disparition de Sophie. Amélie sentit son cœur s'emballer. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Il y en a d'autres. Il sortit d'autres documents. Juillet 2006, août 2006, chaque fois, des retraits importants. Et regarde celle-là. Il pointa une ligne. Octobre 2006, un virement de 100 000 € vers un compte aux îles Caïmans. Le compte a été fermé 3 jours après. Mon Dieu! Et ce n'est pas tout. Étienne se leva, se mit à faire les 100 pas. Moreau a retrouvé un homme, un certain Dubois. Marcel Dubois, petite frappe, casier judiciaire long comme le bras. Il a disparu en 2007. Mais avant ça, il a fait plusieurs dépôts sur un compte, des montants qui correspondent exactement au retrait de Véronique. Amélie s'assit lourdement, les jambes coupées. Vous êtes en train de dire que votre sœur... Je ne veux pas le croire. Étienne se passa une main sur le visage. Véronique a toujours été compliquée, jalouse parfois, mais de là à... Il ne finit pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Amélie. Je ne sais pas. Si j'accuse Véronique sans preuve solide, elle niera tout, et puis... Il hésita. C'est ma sœur, ma seule famille. Enfin, jusqu'à ce que tu arrives. Un bruit dans le couloir les fit taire. Des pas, qui s'éloignaient rapidement. Étienne et Amélie échangèrent un regard inquiet. Ce soir-là, Amélie ne parvint pas à dormir. Elle tournait et retournait dans le grand lit, l'esprit en ébullition. Les retraits, les virements. Cet homme, Dubois, tout s'assemblait dans un puzzle terrifiant. Vers 2 heures du matin, elle se leva pour boire de l'eau. En passant devant le bureau d'Étienne, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. La lumière allumée, elle s'approcha doucement, entendit des voix, Étienne et quelqu'un d'autre. Elle reconnut la voix de Laurent Chevalier. « Ne peut pas faire ça. Étienne, c'est ta sœur. Et alors, si elle a fait ce que je pense qu'elle a fait, tu n'as aucune preuve. Des retraits d'argent, ce n'est pas une preuve. Véronique est vice-présidente d'une entreprise pharmaceutique. Elle gère des millions. En liquide, vers des comptes offshore. » Un silence. « Écoute, » reprit Laurent d'une voix plus basse. « Même si, et je dis bien si, Véronique avait quelque chose à voir avec la disparition de Sophie, tu ne pourras rien prouver. Trop de temps a passé. Les témoins sont morts ou disparus. Les preuves ont été détruites, » coupa Étienne. « Comme les dossiers de l'orphelinat, comme les documents administratifs. » Nouveau silence. « Tu penses que je suis impliquée ?» La voix de Laurent était dure. Offensée. Je ne sais plus quoi penser. Amélie entendit des bruits de pas. Elle se précipita vers sa chambre, referma la porte doucement. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Laurent, l'avocat de la famille, celui qui avait géré le dossier en 2018, celui qui avait confirmé l'identité du corps retrouvé, si Véronique était impliquée, Laurent l'était peut-être aussi. Le lendemain matin, Amélie se rendit en ville avec Étienne sous prétexte de faire quelques courses. En réalité, ils avaient rendez-vous avec Moreau dans un café discret du Marais. Le détective les attendait, l'air grave. « J'ai du nouveau », dit-il en s'asseyant. « Pas bon. Allez-y », dit Étienne. Les tests ADN de 2018, ceux qui ont confirmé l'identité du corps comme étant Sophie.
Moreau sortit son téléphone, montra des photos de documents. J'ai un contact au labo qui les a effectués. Il se souvient de ce dossier parce que c'était bizarre. Bizarre comment? Le protocole habituel n'a pas été suivi. Les échantillons sont arrivés préétiquetés, avec une demande expresse de traitement prioritaire. Signé par... Il fit défiler l'écran. Laurent Chevalier, et contresigné par quelqu'un de l'entreprise Beaumont Pharmaceuticals. Étienne devint livide. Qui? Le responsable du laboratoire de recherche, un certain docteur Renard, qui travaille directement sous les ordres de... Véronique, souffla Étienne. Exactement. Amélie sentit le monde basculer autour d'elle. Ce n'était plus des coïncidences. C'était une conspiration. Il y a plus, continua Moreau. J'ai retrouvé une ancienne employée de l'orphelinat Sainte-Claire. Elle habite maintenant à Lyon. Elle se souvient très bien de l'arrivée d'Amélie en 2006. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda Amélie, la gorge serrée. Que tu es arrivée en pleine nuit, amenée par un homme et une femme. Ils ont dit que tu avais été trouvée errante, que tu ne parlais pas, que tu étais en état de choc. Ils ont laissé une enveloppe avec de l'argent, beaucoup d'argent, et ils sont partis. La sœur supérieure a accepté. Pas de questions posées. L'homme et la femme, elle les a décrits. La femme, non, elle portait des lunettes de soleil, un foulard. Mais l'homme, Moreau marqua une pause. Grand, costaud, cicatrice sur la joue gauche. Dubois, murmura Étienne. Marcel Dubois avait une cicatrice. Je me souviens des photos du dossier. Le silence qui suivit était pesant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda finalement Amélie. Étienne serra les poings sur la table. On trouve des preuves irréfutables, et on va au bout de cette histoire, quoi qu'il en coûte. Les jours suivants prirent une tournure inquiétante. Étienne engagea un expert médico-légal indépendant, le professeur Blanchard, ancien directeur de l'Institut de médecine légale de Paris, un homme intègre, réputé pour son intégrité absolue. « Je veux que vous analysiez tout », lui dit Étienne lors de leur première rencontre dans un cabinet d'avocats neutres. Loin des oreilles indiscrètes, les rapports de 2018, les protocoles suivis, les échantillons s'il en reste. Blanchard, un homme aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, hocha gravement la tête. Si quelque chose cloche, je le trouverai, mais obtenir l'accès au dossier s'avéra plus compliqué que prévu. Laurent Chevalier multipliait les obstacles administratifs, formulaires manquants, autorisations nécessaires, délais incompressibles. C'est normal, assurait-il à Étienne au téléphone. La justice française est lente, vous le savez. Mais Amélie, qui écoutait la conversation sur haut-parleur, voyait bien le malaise d'Étienne. Laurent gagnait du temps. La question était « Pourquoi ?» Pendant ce temps, la vie à la demeure Beaumont devenait électrique. Véronique évitait Amélie, ne lui adressant la parole que lorsque c'était absolument nécessaire. Mais Amélie sentait son regard, toujours, comme un prédateur observant sa proie. Un soir, alors qu'Amélie descendait dîner, elle entendit Véronique au téléphone dans le petit salon. La porte était entrebâillée. Ne peut pas attendre plus longtemps. Elle se souvient de plus en plus. Hier, elle a parlé du jardin, des détails que personne ne peut connaître. Un silence? Non. Étienne lui fait une confiance aveugle maintenant. Il a engagé ce maudit Blanchard. Autre pause. Oui, je sais ce que ça implique. Fais-le, mais proprement cette fois, pas comme avec Dubois. Amélie sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle recula silencieusement, le cœur battant à tout rompre. Il fallait prévenir Étienne, tout de suite. Elle le trouva dans son bureau, penché sur des dossiers financiers de l'entreprise. « Étienne, » dit-elle d'une voix tremblante, « il faut que je vous dise quelque chose. » Il leva les yeux, vit son expression et se leva immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui raconta, mot pour mot, la conversation de Véronique, les menaces voilées, ce « fais-le proprement ». Étienne devint livide. « Mon Dieu !» Il attrapa son téléphone. « Je vais appeler Moreau. Il faut qu'on te mette en sécurité. » « Et vous ? Je peux me défendre. » « Toi ?» Il posa une main sur son épaule. « Tu es vulnérable. Si Véronique est prête à... » Il ne finit pas sa phrase, mais Amélie comprit. Si Véronique était prête à tuer, cette nuit-là, 2 gardes du corps furent postés devant la chambre d'Amélie, des anciens militaires recommandés par Moreau. Étienne ne prenait plus aucun risque. Le lendemain, alors qu'Amélie revenait d'une promenade dans le jardin, toujours accompagnée d'un garde,
Elle remarqua quelque chose d'étrange. Sa voiture, une petite Renault qu'Étienne lui avait prêtée, était légèrement déplacée. Le capot semblait avoir été ouvert. « Attendez », dit-elle au garde. « Ne bougez pas. » Elle appela Étienne qui arriva en courant, accompagné de l'autre garde. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« La voiture. Je crois que quelqu'un y a touché. » Étienne fit venir immédiatement un mécanicien de confiance. L'homme passa une demi-heure sous le véhicule, puis ressortit, le visage grave. Les freins ont été sabotés, coupés proprement. Il montra des câbles sectionnés. Encore 2 ou 3 utilisations et ils auraient lâché complètement. Probablement dans une descente ou sur l'autoroute. Le silence qui suivit était assourdissant. « Ce n'est plus une coïncidence », dit Étienne d'une voix blanche. « C'est une tentative de meurtre. » Il se tourna vers les gardes. « Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. » Personne. La demeure Beaumont se transforma en forteresse. Les grilles furent verrouillées en permanence. Des caméras installées partout. Véronique protesta, cria à la paranoïa. Mais Étienne fut inflexible. « Tant que nous n'aurons pas tiré cette affaire au clair, c'est comme ça. »« Tu es ridicule, » siffla Véronique. « Tu crois vraiment que je ne sais plus quoi croire. » Les résultats des tests ADN arrivèrent enfin. Amélie et Étienne étaient dans le bureau quand l'enveloppe scellée fut livrée par coursier spécial. Étienne la tint dans ses mains tremblantes, hésitant. « Et si ?» commença-t-il. « Ouvrez », dit doucement Amélie. « Quelle que soit la vérité, il faut la connaître. » Il déchira l'enveloppe, sortit le document, lut. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !»« Quoi ?» Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Probabilité de paternité, 99 à 97%. Il leva les yeux vers elle, des larmes coulant sur ses joues. « Tu es ma fille. Tu es Sophie. » Amélie sentit ses jambes se dérober. Étienne la rattrapa, la serra contre lui. Pour la première fois de sa vie, elle se laissa aller complètement, sanglotant contre l'épaule de cet homme qui était son père. Son père. Elle avait un père. « Je savais », murmura Étienne. « Je le savais depuis le début. » Un père reconnaît son enfant. Ils restèrent ainsi un long moment, unis par 18 ans de séparation enfin comblés. Mais le bonheur fut de courte durée. Le lendemain, le professeur Blanchard réussit enfin à obtenir l'accès au dossier de 2018. Ce qu'il découvrit glaça le sang d'Étienne. Les tests ADN ont été manipulés, annonça-t-il lors d'une réunion d'urgence dans un hôtel discret. Les échantillons de référence, ceux censés provenir de vous, monsieur Beaumont, ont été remplacés. L'ADN comparé n'était pas le vôtre. Comment est-ce possible ? Quelqu'un avec accès au laboratoire, quelqu'un qui savait exactement quoi faire et comment brouiller les pistes. Blanchard sortit des documents. Et regardez ceci. La demande d'analyse a été faite en urgence, court-circuitant les protocoles normaux, signé par Laurent Chevalier. Laurent, Étienne serra les poings. Ce salaud était complice depuis le début. Il y a plus. Blanchard ouvrit un autre dossier. J'ai fait analyser les rapports d'autopsie du corps retrouvés en 2018. Plusieurs incohérences. L'âge estimé ne correspondait pas. La fille avait entre 15 et 16 ans, pas 17 comme aurait dû avoir Sophie. Alors qui était-ce ? Une adolescente sans abri, portée disparue en 2017, jamais réclamée. Personne n'a cherché à vérifier, parce que l'ADN semblait confirmer. Mais l'ADN mentait. Amélie sentit la nausée la gagner. Vous êtes en train de dire que Véronique a tué une fille innocente, juste pour faire croire que j'étais morte. C'est exactement ce que je dis. Le silence dans la pièce était oppressant. « Il faut aller à la police », dit Étienne. « Maintenant. » Mais en rentrant à la demeure, ils trouvèrent les grilles ouvertes, les gardes absents. « Quelque chose ne va pas », murmura Moreau, qui les accompagnait. Ils entrèrent prudemment. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Dans le salon, ils trouvèrent une enveloppe posée bien en évidence sur la table basse. Étienne l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Si vous tenez à Sophie, vous laisserez tomber. Sinon, elle finira vraiment dans cette tombe. V. » « Elle a fui », dit Moreau en raccrochant son téléphone. Les comptes de Véronique Beaumont ont été vidés ce matin. Des virements vers la Suisse. Elle est partie. Et Laurent ? Disparu aussi. Son cabinet dit qu'il est en voyage d'affaires. Personne ne sait où. Étienne s'assit lourdement, le visage dans les mains.
Ça ne finira jamais. Amélie s'agenouilla devant lui, prit ses mains dans les siennes. Si, ça finira. Sa voix était calme, déterminée. Parce que nous n'abandonnerons pas. Nous irons jusqu'au bout. Cette nuit-là, sœur Marie-Thérèse, l'ancienne employée de l'orphelinat que Moreau avait retrouvée, accepta finalement de témoigner officiellement. Elle n'avait plus peur. La vérité devait éclater. « Je me souviens de tout », dit-elle dans sa déclaration enregistrée. L'homme avec la cicatrice, la femme élégante qui restait dans l'ombre, l'argent, tellement d'argent que la mère supérieure n'a posé aucune question, et la petite fille. Elle regarda Amélie avec des larmes dans les yeux. Elle pleurait. Elle appelait sa maman. Mais on lui a dit de se taire, qu'elle n'avait plus de maman, qu'elle n'avait plus de nom. Amélie serra les dents, retenant ses larmes. « On leur a menti », continua la sœur. « On nous a fait mentir, et je porte ce poids depuis 18 ans. » Moreau posa doucement sa main sur l'enregistreur. « Ce témoignage suffit. Avec les preuves médicales et financières, nous avons un dossier solide. » Étienne se leva. « Alors faisons-le. Portons plainte, officialisons tout, que Véronique et Laurent soient poursuivis pour enlèvement, séquestration, meurtre, falsification. Ça va devenir public, prévint Moreau. Médias, scandale, tout le cirque. » Étienne regarda sa fille, Sophie. Elle hocha la tête, déterminée. « Je n'ai plus peur, plus maintenant. » Le cercle se resserrait, et bientôt, il n'y aurait plus d'échappatoire pour ceux qui avaient volé 18 ans de sa vie. Le dépôt de plainte fit l'effet d'une bombe. En 48 heures, l'affaire Beaumont était à la une de tous les journaux français, l'héritière revenue d'entre les morts. Scandale dans l'empire pharmaceutique, kidnapping et imposture, la face cachée des Beaumont, les journalistes campèrent devant les grilles de la demeure, des drones survolèrent le jardin, le téléphone d'Étienne n'arrêtait pas de sonner. Actionnaires paniqués, membres du conseil d'administration réclamant des explications, journaliste en quête d'exclusivité, Sophie, elle commençait à s'habituer à ce prénom, restait cloîtrée dans la maison, observant le cirque médiatique depuis les fenêtres. C'était surréaliste. Sa vie, étalée dans les journaux, son visage, comparé côte à côte avec celui de la petite fille disparue, mais au milieu du chaos, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une femme se présenta aux grilles, élégante, la soixantaine, des cheveux gris élégamment coiffés. Elle insista pour voir Étienne Beaumont. Les gardes voulurent la refouler, mais elle sortit une vieille photographie. « Montrez-lui ça, il comprendra. » La photo parvint à Étienne. Il pâlit en la voyant. « Laissez-la entrer, immédiatement. » La femme s'appelait Catherine Rousseau. Elle avait été la meilleure amie d'Isabelle, la mère de Sophie. Elle s'était éloignée après la disparition de Sophie. Catherine n'avait pas supporté de voir la douleur d'Isabelle, sa propre impuissance. « Je suis partie vivre au Canada », expliqua-t-elle dans le salon, une tasse de thé tremblante entre ses mains. « J'ai fui comme une lâche, mais quand j'ai vu les journaux, quand j'ai vu cette jeune femme, elle posa ses yeux sur Sophie. « Mon Dieu, tu es son portrait craché. Vous l'avez connue ?» demanda doucement Sophie. « Ma mère ?» Catherine eut un sourire triste. « Isabelle était ma sœur de cœur. Nous nous connaissions depuis l'enfance. » Elle fouilla dans son sac, en sortit une enveloppe épaisse. Avant de mourir, elle m'a confié ça. Elle m'a fait jurer de le garder. Elle disait, sa voix se brisa. Elle disait que si Sophie revenait un jour, il faudrait lui donner. Étienne prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle contenait plusieurs lettres, soigneusement pliées, et un petit carnet relié de cuir. Qu'est-ce que c'est ? Son journal, les derniers mois avant sa mort, et des lettres pour Sophie, pour lui expliquer tout. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Des lettres de sa mère, une mère qu'elle ne se souvenait presque pas avoir connue. « Il y a autre chose », continua Catherine. Isabelle avait des doutes, avant sa mort. Elle m'en avait parlé. Des doutes sur quoi ? Sur Véronique. Catherine prit une profonde inspiration. Le jour de la disparition de Sophie, Isabelle avait remarqué quelque chose d'étrange. Véronique était partie précipitamment au milieu de la fête. Elle était revenue 1 heure plus tard, agitée, nerveuse, et quand Sophie a disparu, Isabelle a vu l'expression sur son visage. Ce n'était pas du chagrin, c'était... Elle chercha ses mots. De la satisfaction, comme si un plan se déroulait exactement comme prévu. « Mon Dieu !» murmura Étienne. Isabelle n'avait aucune preuve, juste une intuition.
Mais ça l'a rongée, elle en a parlé à la police, mais ils n'ont rien trouvé. Véronique avait un alibi en béton. Plusieurs témoins l'avaient vue dans le quartier des affaires, à son bureau. Catherine secoua la tête, mais Isabelle n'y a jamais cru. Elle est morte en se demandant si sa belle-sœur avait tué son enfant. Le silence qui suivit était pesant. Sophie ouvrit le carnet avec des mains tremblantes. L'écriture était fine, élégante, légèrement penchée. Les premiers mots lui coupèrent le souffle. « Ma Sophie chérie, si tu lis ces mots, c'est que le miracle s'est produit. Tu es revenue. » Elle continua à lire, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Sa mère y racontait leur vie ensemble, les petits moments, les chansons, les jeux dans le jardin, la comptine qu'elle avait composée. « Dors, ma jolie petite, que les anges vont te garder. » Puis le ton changeait. Les doutes, les soupçons, les nuits blanches à essayer de comprendre. Véronique m'a toujours détestée. Non, détester est un mot trop fort. Elle m'a enviée, pour Étienne, pour toi, pour tout ce bonheur qu'elle pensait mériter plus que moi. Je l'ai vue te regarder parfois, Sophie, avec une telle amertume, comme si ton existence même était une insulte personnelle. Plus loin, j'ai peur que mes soupçons soient vrais, peur de ce que ça signifierait. Comment puis-je accuser ma propre belle-sœur sans preuve? Comment vivre avec ce doute? Et enfin, les dernières pages, écrites d'une main tremblante. Je suis fatiguée, ma petite fille, si fatiguée, mais sache ceci, où que tu sois, tu es aimée, profondément, éternellement, et si quelqu'un t'a prise, sache qu'un jour, la vérité éclatera. Elle éclate toujours. Sophie referma le carnet, incapable de continuer. Étienne la prit dans ses bras, et elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Pour cette mère qu'elle avait perdue, pour ses 18 ans volés, pour toute cette douleur inutile, Catherine resta quelques heures, partageant des souvenirs d'Isabelle, montrant d'autres photos, des moments de grâce au milieu du chaos. Mais l'après-midi même, une nouvelle secoua encore la situation. Moreau appela, essoufflé, on a retrouvé Laurent Chevalier. Où? À Genève, il tentait de vider un coffre-fort dans une banque. La police suisse l'a interpellé. Une pause. Et il veut parler. Il propose un accord. Un accord. Il donne Véronique. Tout en échange d'une réduction de peine. Étienne regarda Sophie, qui hocha la tête. Accepté, Laurent fut extradé vers la France 2 jours plus tard, dans un bureau du palais de justice, entouré d'avocats et de procureurs. Il commença à parler. Tout a commencé en 2006, dit-il d'une voix monotone, le regard fuyant. Véronique est venue me voir, elle voulait éliminer Sophie. Le mot résonna dans la pièce comme un coup de feu. Pas la tuer, s'empressa-t-il d'ajouter, juste la faire disparaître. Elle disait qu'Étienne était obsédé par cet enfant, qu'il négligeait l'entreprise, négligeait sa propre sœur. Elle voulait récupérer sa place. Alors vous avez organisé le kidnapping. Pas moi directement. Véronique a engagé Dubois, un homme sans scrupules. Il a enlevé Sophie pendant la fête. Personne n'a rien vu. Il l'a emmenée à un orphelinat. Véronique a payé pour qu'on efface toute trace de son identité. Et en 2018, demanda le procureur, Laurent déglutit péniblement. Étienne commençait à refaire sa vie. Il parlait de se remarier. Véronique a paniqué. Elle craignait qu'un nouvel héritier apparaisse. Alors il s'interrompit. Elle a trouvé une jeune sans-abri, une fille qui ressemblait vaguement à ce qu'aurait pu être Sophie. Elle l'a fait tuer, puis elle a manipulé les tests ADN au laboratoire Beaumont. Comment? Le docteur Renard. Il travaillait pour elle. Il a falsifié les échantillons, fait correspondre l'ADN. C'était facile. Véronique contrôlait tout le processus. Renard est au courant. Il ne savait pas qu'il s'agissait d'un meurtre. Il pensait juste manipuler des résultats pour des raisons légales. Véronique lui a menti. Les révélations continuèrent pendant des heures. Chaque détail, chaque transaction, chaque mensonge. Laurent donna tout. Les comptes bancaires, les enregistrements, les preuves matérielles qu'il avait gardées. Au cas où, quand ce fut terminé, Étienne sortit du palais de justice. Livide. Elle a vraiment fait ça, murmura-t-il. Ma propre sœur. Sophie lui prit la main. Je sais. Comment peut-on être si vide, si consumé par la jalousie qu'on devient un monstre? Je ne sais pas. Mais maintenant, elle va payer. Le soir même, un mandat d'arrêt international,
fut émis contre Véronique Beaumont. Interpol fut alerté. Sa photo circula dans tous les aéroports, toutes les gares. Elle ne pouvait plus se cacher. Et dans la demeure Beaumont, pour la première fois depuis des semaines, Sophie s'endormit paisiblement, le lapin bleu serré contre elle. Les lettres de sa mère posées sur sa table de nuit, la vérité était en marche, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Le corps retrouvé en 2018 fut exhumé par ordre du juge d'instruction. Sophie avait insisté pour être présente, malgré les protestations d'Étienne. « J'ai besoin de voir », avait-elle dit. « J'ai besoin de savoir qui elle était, cette fille qui est morte à ma place. » Le cimetière de Fontainebleau était silencieux ce matin-là, enveloppé d'une brume épaisse. Les techniciens de la police scientifique travaillaient méthodiquement. Retirant la terre couche par couche, Sophie se tenait à distance, Étienne à ses côtés. Observant cette scène macabre qui allait révéler une vérité terrible, le professeur Blanchard supervisait l'opération, donnant des instructions précises. Quand le cercueil apparut enfin, il fut transporté dans un camion réfrigéré vers le laboratoire médico-légal. « Les analyses complètes prendront quelques jours », expliqua Blanchard. « Mais nous saurons qui elle était vraiment. » 3 jours plus tard, les résultats tombèrent comme un coup près. La victime s'appelait Léa Moreau, 16 ans, disparue de Marseille en octobre 2017, signalée par un foyer d'accueil. Mais personne n'avait vraiment cherché. Une fille de plus avalée par les rues, invisible aux yeux du monde, cause du décès, strangulation, lut Blanchard d'une voix neutre. Suivi d'un séjour prolongé dans un congélateur, le corps a été conservé plusieurs mois avant d'être mis en scène. Sophie sentit la nausée la gagner. Cette fille, cette pauvre fille qui n'avait rien demandé. Nous avons également trouvé des traces, continua Blanchard. Des fibres textiles sur les vêtements, des fibres luxueuses, cachemire, le même type que celles trouvées dans le manteau que portait Véronique Beaumont sur les photos de surveillance de l'époque. Elle l'a tuée elle-même. La voix d'Étienne était blanche. Impossible à dire avec certitude, mais elle était présente. Les preuves matérielles le confirment. Le dossier s'épaississait de jour en jour. Les enquêteurs remontèrent la piste. Ils retrouvèrent le congélateur dans une propriété secondaire de Véronique, dans les Alpes, abandonnée, mais les traces ADN étaient toujours là, celles de Léa Moreau et celles de Véronique, un vigile de la propriété, à la retraite, se souvint. Madame Beaumont venait parfois. Seule, elle disait qu'elle avait besoin de calme pour travailler, mais c'était bizarre. Elle arrivait toujours la nuit, repartait avant l'aube. Quand? Fin 2017, début 2018, plusieurs fois. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans un portrait horrifiant. Véronique avait planifié tout cela minutieusement. Trouver une victime qui ressemblait vaguement à Sophie, la tuer, conserver le corps, attendre le bon moment, puis le découvrir dans des circonstances qui ne poseraient pas trop de questions. C'est de la folie, murmura Étienne. Comment ai-je pu vivre à côté d'un tel monstre sans rien voir? Parce qu'elle ne voulait pas que vous voyiez, répondit Sophie doucement. Elle jouait un rôle, depuis toujours. Mais il restait une question cruciale. Où était Véronique maintenant? La réponse arriva de manière inattendue. Un appel anonyme à la police, une voix de femme, légèrement déformée électroniquement. Véronique Beaumont se cache à Tanger, Maroc, Villa Azur, sous le nom de Valérie Bonnet. L'appel fut tracé, mais aboutit à un téléphone jetable. Impossible d'identifier la plante. Mais les informations étaient exactes. Les autorités marocaines, en coopération avec Interpol, firent une descente à la Villa Azur 3 jours plus tard. Véronique fut arrêtée sans résistance. Elle était assise sur sa terrasse, face à la mer, un verre de vin à la main, comme si elle attendait. Il était temps, furent ses seuls mots. Son extradition vers la France fut rapide. Les charges étaient trop lourdes, les preuves trop accablantes. Le Maroc ne voulait pas d'un scandale diplomatique. Quand Véronique descendit de l'avion à Roissy, menottée, entourée de policiers, une foule de journalistes l'attendait. Les flashs crépitaient. Elle garda la tête haute, le visage fermé. Pas un mot, pas un regard. Sophie et Étienne regardèrent les images à la télévision, dans le salon de la demeure. « Comment peut-elle rester si froide ?» demanda Sophie. « Parce qu'elle ne ressent rien », répondit Étienne amèrement. « Ou alors elle ressent trop, mais uniquement pour elle-même. » Le procès préliminaire fut fixé rapidement. Véronique fut placée en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis, Laurent Chevalier également, bien que dans une aile séparée.
Mais avant le grand procès, il y eut une confrontation privée organisée par le juge d'instruction, une procédure inhabituelle, mais les circonstances exceptionnelles le justifiaient. Dans une petite salle austère du palais de justice, Sophie se retrouva face à Véronique pour la première fois depuis son arrestation. Véronique était méconnaissable, plus de tailleur élégant, plus de maquillage parfait, juste un survêtement gris de détenu, les cheveux tirés en arrière, le visage creusé, mais ses yeux brûlaient toujours de cette même intensité. Sophie, sa voix était sèche, sans émotion. Ou devrais-je dire Amélie? Tu as toujours préféré ce nom, non? Pourquoi? La voix de Sophie tremblait légèrement. C'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi? Véronique eut un petit sourire amer. Pourquoi? Elle se pencha en avant, les mains jointes sur la table. Parce que tu as tout volé dès ta naissance. Volé quoi? L'amour d'Étienne, l'attention, la lumière. Sa voix monta légèrement. J'ai passé ma vie dans l'ombre de mon frère, le fils préféré, l'héritier doré. Puis il t'a eu, toi. Et ça a été pire. Il ne voyait plus que toi. Sophie par-ci, Sophie par-là. La petite princesse parfaite. J'étais une enfant. Et moi, j'étais invisible. Véronique frappa la table du plat de la main. 40 ans à travailler pour cette famille, pour cette entreprise. Et tout ce que j'obtenais, c'était un des miettes. Tandis que toi, elle rit amèrement. Toi, tu n'avais qu'à sourire pour que tout le monde t'adore. Alors tu m'as enlevée. Je t'ai éloignée, mise là où tu ne pourrais plus faire de mal. Véronique se radossa contre sa chaise. Tu devais juste disparaître, devenir quelqu'un d'autre. Oublier. Et Léa. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette fille innocente que vous avez tuée. Pour la première fois, quelque chose passa sur le visage de Véronique. Pas du remords, de l'agacement. Un mal nécessaire. Étienne commençait à aller mieux. Il fallait fermer définitivement ce chapitre. Un mal nécessaire. Sophie se leva brusquement, la colère explosant enfin. Vous avez tué une adolescente. Une fille qui avait toute sa vie devant elle. Elle n'avait rien devant elle, répliqua froidement Véronique. Une junkie des rues. Personne ne pleurait pour elle, du moins jusqu'à ce que je lui donne un nom, une tombe, une famille. J'ai donné un sens à sa mort pathétique. Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie fixait cette femme qui avait été sa tante, cherchant une trace d'humanité. Il n'y en avait pas. Vous ne regrettez rien, murmura-t-elle finalement. Regrettez quoi? D'avoir enfin pris ce qui m'appartenait. D'avoir dirigé l'entreprise mieux qu'Étienne ne l'aurait jamais fait. Véronique se leva, fit face à Sophie. Mon seul regret, c'est que tu sois revenue. Mais je suis revenue. Sophie soutint son regard. Et vous allez payer. Pour Léa. Pour moi. Pour toutes les vies que vous avez brisées. Véronique eut un sourire glacial. Tu crois que c'est fini? Que tu as gagné? Elle se rapprocha autant que ses menottes le permettaient. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Ce monde. Des requins qui vont venir. Tu n'es qu'une petite fille des rues qui joue à la princesse. Ils vont te dévorer vivante. Au moins, je ne serai pas un monstre. Les gardes vinrent chercher Véronique. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Tu veux savoir la vraie ironie? Ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. Je t'aimais bien, petite Sophie. Vraiment. C'est pour ça que je ne t'ai pas tuée. J'aurais dû. La porte se referma. Sophie resta immobile, tremblante, essayant de digérer cette confrontation. Étienne, qui avait tout observé depuis une salle adjacente, entra et la serra dans ses bras. « C'est fini », murmura-t-il. « Elle ne pourra plus te faire de mal. » Mais Sophie n'en était pas si sûre. Les mots de Véronique résonnaient encore. « Tu n'as aucune idée? Ils vont te dévorer vivante. » Qu'avait-elle voulu dire? La salle d'audience du palais de justice de Paris était bondée. Journalistes, curieux, membres de la haute société, tous s'étaient pressés pour assister à ce qui était déjà surnommé le procès du siècle. L'affaire Beaumont captivait la France entière. Sophie était assise au premier rang, Étienne à ses côtés, leurs mains serrées l'une contre l'autre. Elle portait une robe sobre, bleu marine, les cheveux tirés en chignon. Elle voulait avoir l'air digne, forte. Même si, à l'intérieur, elle tremblait, les portes s'ouvrirent. Véronique Beaumont entra, encadrée par 2 gendarmes. Elle avait retrouvé une certaine élégance malgré sa tenue de détenue. Le dos droit, le regard fixe, aucune trace d'émotion. Comme si elle assistait à une simple réunion d'affaires,
Laurent Chevalier suivit, nettement moins composé. Il était voûté, le teint gris, les yeux fuyants. L'homme qui avait tout donné pour sauver sa peau. La cour, tout le monde se leva. Les 3 juges entrèrent, s'installèrent. Le président du tribunal, un homme d'une 60aine d'années aux tempes grises, ouvrit le dossier. Véronique Beaumont, Laurent Chevalier, vous êtes accusé d'enlèvement et séquestration de mineurs, de meurtre avec préméditation, de falsification de preuves, de corruption et de tentative de meurtre. Comment plaidez-vous ? Laurent se leva péniblement. Coupable, monsieur le président. Je plaide coupable sur tous les chefs d'accusation. Un murmure parcourut la salle. Véronique, elle, resta assise, le menton levé. Non coupable! L'assistance explosa en exclamations. Le juge frappa de son marteau. Silence, maître Dubois. Votre cliente nie les faits malgré les preuves accablantes. L'avocate de Véronique, une femme sèche d'une 50aine d'années, se leva. Ma cliente conteste l'interprétation des faits, monsieur le président. Elle admet avoir effectué certains actes, mais dans un contexte très différent de celui présenté par l'accusation. Nous écoutons. Véronique se leva enfin, s'adressant directement à la cour avec un calme glacial. J'ai agi pour protéger ma famille, pour protéger l'entreprise Beaumont que mon père a construite. Elle jeta un regard vers Étienne. Mon frère était instable, obsédé par cet enfant au point de négliger ses responsabilités. L'entreprise périclitait. Des emplois étaient menacés. Donc vous avez kidnappé une enfant de 5 ans ? L'avocat général, un homme au visage sévère, intervint. J'ai éloigné temporairement Sophie pour permettre à Étienne de se ressaisir. Elle devait être bien traitée. Elle l'a été. L'orphelinat était correct. Correct. Sophie ne put se retenir. Elle se leva, tremblante de rage. Vous m'avez volé ma famille, mon nom, ma vie. Mademoiselle Beaumont, asseyez-vous, ordonna le juge. Mais Sophie ne pouvait plus se taire. J'ai vécu dans la rue. J'ai eu faim, j'ai eu froid. Pendant que vous viviez dans le luxe avec l'argent qui aurait dû être le mien. Sophie. Étienne essaya de la retenir, mais elle se dégagea. Et Léa, cette fille que vous avez tuée, comment justifiez-vous ça ? Véronique soutint son regard sans ciller. Je n'ai tué personne. Les preuves médico-légales disant le contraire. Intervint l'avocat général. Vos fibres textiles, votre ADN, les traces dans votre propriété. Des coïncidences. Des coïncidences ? L'avocat général ouvrit un dossier. Madame Beaumont, vous avez effectué 15 retraits d'argent liquide totalisant 350 000 € entre 2006 et 2018. Vous avez un compte bancaire aux Caraïbes, alimenté par des virements offshore. Vous avez falsifié des tests ADN dans les laboratoires de votre propre entreprise. Et vous nous parlez de coïncidences. Je demande à voir les preuves authentifiées. Le procès continua pendant des heures, témoignage après témoignage. Sœur Marie-Thérèse raconta l'arrivée d'Amélie à l'orphelinat. Le professeur Blanchard expliqua en détail la falsification des tests ADN. Catherine Rousseau lut des extraits du journal d'Isabelle, réduisant toute la salle au silence. « Je sais que ma belle-sœur nous cache quelque chose. Je le vois dans ses yeux. Cette froideur, cette satisfaction quand elle me regarde pleurer. » Étienne fut appelé à la barre. Il se leva avec difficulté, le visage ravagé. « Monsieur Beaumont, » commença l'avocat général, « parlez-nous de votre relation avec votre sœur. » Véronique et moi, sa voix se brisa. Nous avons grandi ensemble. Elle était brillante, ambitieuse. Mais notre père la négligeait. Il voulait un héritier mâle, moi. Il regarda sa sœur. J'ai essayé de compenser, de lui donner sa place dans l'entreprise, mais rien n'était jamais assez. Vous a-t-elle jamais menacé ? Pas directement, mais après la disparition de Sophie, elle a pris le contrôle. Totalement. Elle prenait toutes les décisions. Quand j'ai voulu reprendre les rênes, elle a résisté, violemment. Pourquoi ne pas l'avoir écartée ? Mais parce que c'est ma sœur. Les larmes coulèrent maintenant librement. Je pensais qu'elle m'aimait, que nous étions une famille. Véronique ne broncha pas. Pas un muscle de son visage ne bougea. Laurent, lui, témoigna pendant près de 2 heures. Il donna tout, les dates, les montants, les conversations enregistrées. Il décrivit comment Véronique avait planifié chaque étape, comment elle avait recruté Dubois, comment elle avait organisé la mort de Léa Moreau. Elle était froide, dit-il, clinique, comme si elle organisait une fusion d'entreprises.
Pas un meurtre. Pourquoi avez-vous accepté? L'argent d'abord. Il baissa les yeux. Puis la peur, Véronique. Quand on travaille pour elle, on ne peut plus partir. Elle sait trop de choses. Elle a trop de pouvoir. Le moment décisif arriva quand l'avocat général présenta les enregistrements. Des conversations entre Véronique et Laurent, capturées par Laurent lui-même comme assurance. La voix de Véronique résonna dans la salle. Claire, posée. La fille doit disparaître, définitivement cette fois. Trouve quelqu'un qui ressemble, jeune, sans famille. Personne ne posera de questions. Et le corps, on le conserve, quelques mois, puis on le découvre dans des circonstances. Tragique, l'ADN confirmera, affaire classée. Le silence qui suivit était assourdissant. Même les journalistes, pourtant habitués au scandale, étaient pétrifiés. Véronique restait de marbre. Mais Sophie vit quelque chose dans ses yeux. Pas du remords. De la rage d'avoir été démasquée. L'avocat général se tourna vers Véronique. « Madame Beaumont, c'est bien votre voix sur ces enregistrements. » Long silence. « Oui. Maintenez-vous votre plaidoyer de non-culpabilité. » Véronique se leva lentement. Pour la première fois, son masque se fissura. Ses mains tremblaient légèrement. « Je maintiens. » Sa voix était dure, vibrante de colère contenue. « Parce que je ne regrette rien. » L'assistance explosa. Le juge frappa encore de son marteau. « Madame Beaumont, vous voulez la vérité ?» Véronique fit volte-face vers Sophie. « La voilà. Tu m'as tout pris. Tout. Dès ta naissance. Tu as été le centre du monde, la petite princesse adorée. Pendant que moi, qui travaillais, qui me battais, qui construisais, moi j'étais invisible. » « Véronique, taisez-vous » siffla son avocate. Mais Véronique était lancée. Des années de ressentiment explosaient enfin. « Tu veux savoir pourquoi je l'ai fait? Parce que tu ne méritais pas ce que tu avais, cette vie de luxe, cet amour inconditionnel, cet avenir en or, pendant que moi je me battais pour des miettes. » Elle se tourna vers Étienne. « Et toi, toujours à me promettre que j'étais importante, que j'avais ma place. Mais tu ne voyais qu'elle, toujours elle. Madame Beaumont, je vous ordonne de vous asseoir. » Véronique ignora le juge, fixant Sophie avec une intensité démente. « Je voulais juste ce qui m'était dû, ce qui aurait dû être mien dès le début. Est-ce si mal? Vous avez tué une innocente. » cria Sophie, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'était personne, une junkie sans avenir. Elle avait un nom, Léa, elle avait 16 ans. Et maintenant, elle a une tombe, une belle tombe, plus que ce qu'elle aurait jamais eu. Véronique eut un sourire terrible. J'ai donné un sens à sa mort pathétique. Le silence qui suivit était total. Même les journalistes ne prenaient plus de notes, pétrifiés par cette confession monstrueuse. Le juge, livide, se tourna vers l'avocate de Véronique. « Maître, je vous suggère fortement de conseiller à votre cliente de se taire. » Véronique se rassit enfin, le visage fermé, mais le mal était fait. Elle s'était condamnée elle-même. Les plaidoiries finales furent une formalité. L'avocat général requit 30 ans de réclusion pour Véronique, 15 pour Laurent avec circonstances atténuantes pour sa coopération. Quand la cour se retira pour délibérer, Sophie sortit prendre l'air. Étienne la rejoignit sur les marches du palais. « Elle est folle », murmura-t-il. « Complètement folle. » « Non », Sophie secoua la tête. « Elle sait exactement ce qu'elle a fait. Et elle ne regrette rien. » Le verdict tomba 3 heures plus tard. La cour. Tout le monde se leva. Les 3 juges revinrent, le visage grave. Le président prit place, ouvrit le dossier devant lui. Le silence dans la salle était total. Oppressant. Sophie sentait son cœur battre si fort qu'elle avait peur que tout le monde l'entende. « Véronique Beaumont, Laurent Chevalier, levez-vous. » Ils obéirent. Véronique, toujours aussi droite, le visage impénétrable. Laurent, tremblant, le teint cireux. La cour a délibéré. Le président ajusta ses lunettes. Après examen approfondi des preuves, des témoignages et des aveux partiels, voici notre verdict. Il marqua une pause qui sembla durer une éternité. Laurent Chevalier, vous êtes reconnu coupable de complicité d'enlèvement et séquestration de mineurs, complicité de meurtre avec préméditation, falsification de preuves et corruption. Compte tenu de votre coopération avec la justice, la Cour vous condamne à 15 ans de réclusion criminelle. Laurent s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains, des sanglots secoués. Véronique Beaumont, la voix du juge se durcit.
Vous êtes reconnu coupable d'enlèvement et séquestration de mineurs, de meurtre avec préméditation sur la personne de Léa Moreau, de falsification de preuves, de corruption et de tentative de meurtre sur la personne de Sophie Beaumont. Véronique ne s'y a pas. Les circonstances de ces crimes, leur préméditation, leur durée, le cynisme dont vous avez fait preuve, sont d'une gravité exceptionnelle. La Cour vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de réduction de peine avant 20 ans. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Le juge frappa de son marteau. Silence. Cette cour n'est pas un théâtre. Mais Sophie ne ressentait pas de joie, pas de soulagement. Juste du vide. 30 ans. C'était beaucoup. C'était rien. Rien ne ramènerait les 18 années perdues. Rien ne ramènerait Léa Moreau. Véronique fut emmenée. Au moment de franchir la porte, elle se retourna vers Sophie. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Sophie vit quelque chose dans les yeux de sa tante. Pas du remords, pas de la tristesse, de la haine pure. « Ce n'est pas fini », articula silencieusement Véronique. Puis elle disparut. Les jours qui suivirent furent chaotiques. Les médias s'emparèrent du verdict. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les images de Véronique menottée, le visage fermé. Des psychologues analysaient son profil. Des journalistes fouillaient son passé, cherchant des signes avant-coureurs de sa folie. Sophie, elle, essayait de reprendre une vie normale. Mais qu'est-ce que normal quand on a passé 18 ans dans la rue et qu'on se réveille héritière d'un empire? Catherine Rousseau lui rendait visite régulièrement, partageant d'autres souvenirs d'Isabelle. Ces moments étaient précieux, des ponts vers une mère qu'elle n'avait pas vraiment connue. « Elle aurait été si fière de toi », dit Catherine un après-midi, assise dans le jardin, « de ta force, de ton courage. »« J'ai juste survécu », murmura Sophie. « Ce n'est pas du courage. Survivre quand tout s'effondre, c'est le courage le plus pur. » Étienne, de son côté, essayait de reconstruire. L'entreprise Beaumont avait été ébranlée par le scandale. Des actionnaires réclamaient sa démission. Le conseil d'administration était divisé. Mais Étienne tenait bon. « Je ne laisserai pas Véronique détruire ce que notre père a construit », répétait-il. Il proposa à Sophie de la former, de l'intégrer progressivement à l'entreprise. « Un jour, tout ça sera à toi, autant que tu apprennes maintenant. » Mais Sophie hésitait. Le monde des affaires, la finance, les stratégies corporatives, tout ça lui semblait si loin de ce qu'elle était vraiment. « Je ne sais pas si je suis faite pour ça », avoua-t-elle un soir. « Tu es une Beaumont. » Étienne posa une main sur son épaule. « Le sang compte moins que le choix. Si tu veux faire autre chose, je te soutiendrai. Mais sache que tu as ta place ici. » 3 semaines après le verdict, alors que Sophie commençait enfin à respirer, l'impensable arriva. Moreau l'appela, la voix tendue. « Il faut qu'on se voie, maintenant. » Ils se retrouvèrent dans un café discret. Moreau avait l'air sombre, fatigué. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai reçu ça ce matin. » Il sortit une enveloppe Kraft. C'était dans ma boîte aux lettres, pas de timbre, déposé en main propre. Sophie l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule feuille, un message tapé à l'ordinateur. Véronique Beaumont n'était qu'un pion. Le vrai maître du jeu n'a pas été découvert. Si vous tenez à Sophie. Arrêtez de creuser, sinon elle finira vraiment dans cette tombe. Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un d'autre est impliqué, quelqu'un qui a manipulé Véronique ou qui travaillait avec elle. Moreau se pencha en avant. Et cette personne est toujours en liberté. Mais qui ? Qui pourrait ? Je ne sais pas, mais j'ai mes théories. Il sortit son téléphone, montra des photos de documents financiers. Regarde ça. Les comptes offshore de Véronique, ceux qu'on a découverts pendant l'enquête. Oui, ils ont été ouverts par quelqu'un d'autre, un intermédiaire. Les virements vers ses comptes venaient de... Il fit défiler les images. De la banque Keller & Fields, Genève, une banque privée ultra sécurisée qui ne travaille qu'avec des clients triés sur le volet. Et alors, j'ai fait quelques recherches, discrètes. Cette banque a un client important, très important. Un client français qui a des liens avec l'industrie pharmaceutique. Sophie sentit son estomac se nouer. Qui ? Docteur Arnaud Mercier, directeur de recherche chez Biogenesis, le principal concurrent de Beaumont Pharmaceuticals.
Le nom ne disait rien à Sophie, mais elle vit l'expression de Moreau. « Vous pensez qu'il était derrière tout ça ?» « Je pense qu'il y a une possibilité. Biogenesis a tout à gagner de l'effondrement de Beaumont. Si Étienne était détruit par le chagrin, si l'entreprise périclitait, Biogenesis pourrait racheter les parts, absorber les brevets, éliminer la concurrence. Mon Dieu, ce n'est qu'une théorie pour l'instant. Mais ce message, Moreau tapota l'enveloppe. Quelqu'un a peur, quelqu'un qui a beaucoup à perdre. Ils décidèrent de ne rien dire à Étienne pour l'instant, pas avant d'avoir plus de preuves. Mais Sophie ne pouvait pas ignorer le message. Elle devait savoir. Avec l'aide de Moreau, elle commença à enquêter discrètement. Ils découvrirent que Mercier et Véronique s'étaient rencontrés plusieurs fois en 2005 et 2006. Des déjeuners d'affaires, officiellement, mais les dates correspondaient étrangement aux périodes où Véronique avait effectué ses gros retraits. Plus troublant encore, Mercier avait disparu. Son entreprise prétendait qu'il était en congé sabbatique. Personne ne savait où. Il a fui, dit Moreau. Dès que le procès s'est conclu, il a compris que quelqu'un pourrait remonter jusqu'à lui. Sophie se sentait prise au piège d'un cauchemar qui ne finissait jamais. Chaque réponse soulevait 10 nouvelles questions. Un soir, alors qu'elle était seule dans sa chambre, son téléphone sonna, numéro masqué. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» Un silence, puis une voix qu'elle reconnut immédiatement. Glaciale, venimeuse. « Sophie, Véronique, comment était-ce possible ? Elle était en prison. J'ai mes moyens. » Un rire bref. « Tu as reçu le message, je suppose. » « C'était vous ? » ?»« Non, mais je sais qui l'a envoyé. » Véronique marqua une pause. « Tu veux savoir la vérité ? La vraie vérité. Dites-la. Je n'ai pas tout fait seule. J'ai eu de l'aide. Dès le début. Quelqu'un qui voulait détruire les Beaumont encore plus que moi. » Mercier. Ah, tu as creusé, intelligente. Véronique semblait presque amusée. Arnaud et moi, nous avions un accord. Je neutralisais Étienne. Il récupérait l'entreprise. Nous partagions les bénéfices. Pourquoi me dire ça maintenant ? Parce que tu es en danger ? Ah, petite idiote ! La voix de Véronique se durcit. Arnaud n'a jamais eu l'intention de tenir sa promesse. Il m'a utilisée, et maintenant qu'il a ce qu'il voulait, les Beaumont affaiblis, moi en prison, toi traumatisé, il va tout prendre. Comment je sais que vous ne mentez pas ? Tu ne sais pas, mais demande-toi ceci. Qui a déposé le message chez Moreau ? Qui savait que vous enquêtiez ? Qui a tout à perdre si la vérité éclate ? Le téléphone fut coupé. Sophie resta immobile, le cœur battant. Était-ce un dernier jeu de Véronique ? Une manipulation de plus ? Ou disait-elle la vérité ? Elle descendit en courant vers le bureau d'Étienne. « Papa. » Le mot sortit naturellement maintenant. « Il faut que je te parle. » Elle lui raconta tout, le message, Mercier, l'appel de Véronique. Étienne devint livide. « Arnaud Mercier. » Il se laissa tomber dans son fauteuil. « Mon Dieu, ça a du sens. Tout a du sens maintenant. » « Quoi ? Les offres de rachat, ces dernières années. Biogenesis nous a fait plusieurs propositions, toujours refusées. Puis, après ta disparition, après qu'Isabelle soit morte, après que je me sois effondrée, les offres sont devenues plus agressives, plus hostiles. Il attendait que vous soyez faible. » Exactement. Étienne serra les poings. Ce salopard a orchestré tout ça. Il a utilisé Véronique, et maintenant, il faut le trouver avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Moreau fut mis sur le coup. Avec l'aide de contacts à Interpol, ils localisèrent Mercier 4 jours plus tard. Ilka immense, dans une villa somptueuse, préparant visiblement une disparition permanente. « On le tient », annonça Moreau. « Les autorités locales sont prêtes à l'arrêter, mais il faut agir vite. » L'arrestation eut lieu à l'aube. Mercier fut capturé alors qu'il tentait de prendre un jet privé pour une destination inconnue. Les preuves trouvées dans ces affaires furent accablantes. Correspondance avec Véronique, transfert d'argent, plan détaillé pour le rachat hostile de Beaumont Pharmaceutical, et une dernière révélation, la plus terrible, c'était Mercier qui avait trouvé Léa Moreau, qui l'avait livrée à Véronique. 1 an plus tard, le soleil de juin baignait le cimetière de Saint-Ange d'une lumière dorée. Sophie marchait lentement dans l'allée de gravier, Étienne à ses côtés, portant chacun un bouquet de roses blanches, la même allée qu'elle avait parcourue 1 an plus tôt, trempée et perdue, poursuivant une rose emportée par le vent. Tant de choses avaient changé depuis. Le procès de Mercier avait été rapide.
l'épreuve trop accablante pour qu'il puisse nier, 35 ans de réclusion. Véronique avait été condamnée à 10 ans supplémentaires pour complicité aggravée. Tous deux purgeaient maintenant leur peine dans des prisons séparées, sans possibilité de contact. La justice avait parlé, mais pour Sophie, ce n'était pas la justice qui comptait vraiment, c'était la paix. Ils s'arrêtèrent devant le mausolée de marbre noir. La fausse pierre tombale avait été retirée. À sa place, une simple plaque, à la mémoire de Léa Moreau, 2001-2018. Partie trop tôt, jamais oubliée. Sophie s'agenouilla, déposa son bouquet de roses blanches. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Tu méritais tellement mieux. Une vraie vie, une vraie famille. Pas ça. » Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres. Quelque part, un oiseau chantait. « Grâce à toi, sa famille a été retrouvée », dit doucement Étienne. Sa mère, à Marseille, elle a pu enfin faire son deuil, lui donner une vraie sépulture. C'était vrai. La mère de Léa, une femme brisée par des années de drogue et de misère, avait été localisée. Sophie l'avait rencontrée, dans un moment d'une intensité déchirante. Elles avaient pleuré ensemble. Pour Léa, pour toutes les vies gâchées, Sophie avait créé une fondation au nom de Léa. Pour les jeunes sans-abri, les enfants perdus, ceux qui tombaient entre les mailles du système. Elle y consacrait désormais une grande partie de son temps et de sa fortune retrouvée. Elle aurait voulu que quelque chose de bon sorte de sa mort, avait dit la mère de Léa, les yeux rouges. Merci de lui donner un sens. Étienne déposa son propre bouquet à côté de celui de Sophie. Repose en paix, petite. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Ils restèrent un moment en silence, rendant hommage à cette vie volée. Puis ils se relevèrent et marchèrent vers une autre partie du cimetière, plus calme, plus intime, là où Isabelle Beaumont reposait vraiment, dans un jardin privé bordé de rosiers blancs, ses préférés. La tombe était simple, élégante, une stèle de granit clair avec une photo encadrée d'argent, Isabelle souriant, les cheveux au vent, pleine de vie. Isabelle Marie Beaumont, 1975-2008, épouse aimante, mère dévouée, que les anges te gardent jusqu'à ce que nous soyons réunis. Sophie s'assit dans l'herbe, caressa la pierre fraîche. « Bonjour maman », dit-elle doucement. « Je sais que tu ne m'entends probablement pas, mais j'ai besoin de te parler. » Étienne s'éloigna discrètement, leur laissant ce moment. « Je me souviens maintenant, presque tout. » Sophie ferma les yeux, laissant les images défiler. Le jardin, les roses blanches que tu adorais, la balançoire où tu me poussais en chantant, cette chanson, elle fredonna doucement. « Dors, ma jolie petite, que les anges vont te garder. » Sa voix se brisa. « Tu me manques. Je sais que je ne t'ai connue que 5 ans, mais tu me manques tellement. » Catherine m'a tout raconté. Quel genre de femme tu étais. Forte, douce, juste. Elle sortit de sa poche le petit carnet de cuir qu'Isabelle lui avait laissé. Elle l'avait lu et relu 100 fois. « J'essaie d'être comme toi, de faire le bien, d'être forte même quand tout s'effondre. » Elle essuya ses larmes. « Papa va mieux maintenant. » Il sourit à nouveau. « Nous reconstruisons, ensemble. » Le vent fit voltiger ses cheveux. « Et je te promets quelque chose. » Sophie posa la main sur la pierre tombale. « Je ne laisserai jamais ton sacrifice être vain. Tu es morte de chagrin pour moi. Alors je vivrai, pleinement, pour nous deux. » Elle resta ainsi un long moment, dans le silence paisible du cimetière, sentant pour la première fois une vraie connexion avec cette mère qu'elle avait perdue trop tôt. Étienne revint doucement, tenant quelque chose dans ses mains. « Sophie !» Elle leva les yeux. Il tenait le lapin en peluche bleue, celui qu'elle serrait sur la photo de ses 7 ans, celui qu'il avait gardé précieusement pendant 23 ans. « Je pense qu'il est temps, » dit-il avec un sourire triste. « Tant qu'il retourne à qui il appartient vraiment. » Sophie prit le lapin, le serra contre elle. Il sentait le grenier et les souvenirs, mais aussi quelque chose de plus profond. La sécurité, l'amour, le foyer. « Merci », murmura-t-elle, « pour tout, pour ne jamais avoir abandonné, pour m'avoir cherché pendant toutes ces années, pour être ton père. » Étienne sourit, les larmes aux yeux. « C'est moi qui te remercie. Tu m'as redonné une raison de vivre. » Ils plantèrent ensemble de nouvelles roses blanches autour de la tombe d'Isabelle, un rituel qu'ils répéteraient désormais chaque année. Un lien entre passé et présent, tandis qu'ils travaillaient,
Sophie pensa à tout le chemin parcouru, de la jeune sans-abri traquant une rose dans la tempête à l'héritière Beaumont retrouvée, de la solitude absolue à cette famille reconstruite, du désespoir à l'espoir. Les cicatrices étaient toujours là, elles le seraient toujours. 18 ans ne s'effaçaient pas d'un coup de baguette magique. Parfois, la nuit, elle se réveillait encore en sueur, rêvant des rues froides, de la faim, de la peur. Mais Étienne était là, Catherine venait souvent, la fondation Léa Moreau grandissait. Aidant des dizaines d'enfants, Sophie avait même repris des études, psychologie, pour comprendre et aider ceux qui avaient vécu des traumas similaires. La vie continuait, différente, imparfaite, mais belle, dans son imperfection. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Sophie, alors qu'il terminait de planter les dernières roses. « Quoi donc ?» Véronique pensait que me voler mon identité me détruirait, que grandir dans la rue me briserait. Elle sourit doucement, mais ça m'a rendue plus forte. Ça m'a appris à survivre, à me battre, à apprécier les petites choses. Sans ces années, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Étienne la regarda avec fierté. Isabelle aurait été tellement fière de toi. Je l'espère. Ils restèrent encore un moment, main dans la main, regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. Le ciel se teintait d'orange et de rose, peignant le cimetière d'une lumière irréelle. Le passé ne fait plus mal, tu sais, dit Sophie finalement. Il fait partie de moi, mais il ne me définit plus. Et l'avenir ? Demanda Étienne. Qu'est-ce que tu vois ? Sophie ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil sur son visage, la main de son père dans la sienne, le lapin bleu pressé contre son cœur. Je vois la paix, murmura-t-elle. Je vois du sens, de l'amour, de l'espoir. Elle ouvrit les yeux, sourit à travers ses larmes. Et le futur, papa, nous avons tout le futur devant nous maintenant. Étienne l'attira contre lui, l'embrassa sur le front. Oui, ma fille, tout le futur. Alors qu'ils quittèrent le cimetière, Sophie se retourna une dernière fois. Les roses blanches brillaient dans la lumière déclinante. Une brise douce les fit danser, et pendant un instant, elle crut voir une silhouette. Une femme aux longs cheveux noirs, souriant doucement, une main levée en signe d'au revoir. Sophie sourit en retour, les larmes coulant librement. Au revoir, maman. Veille sur nous. Puis elle se retourna et marcha vers la sortie, vers la lumière, vers la vie qui l'attendait, une vie qu'on ne lui volerait plus jamais. Derrière eux, les roses blanches continuaient de danser dans le vent, portant avec elles les parfums du pardon, de la rédemption et de l'espoir éternel. Les ombres s'étaient enfin dissipées dans la lumière, et l'impossible était devenu réalité.